Barça-Inter, une finale avant l'heure. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans le Club des 5 pour la deuxième preview de ces demi-finales de la Ligue des Champions, avec donc une rencontre qui aurait pu se jouer à Munich dans quelques semaines. On aurait été très content de voir cette affiche, mais on sera tout aussi heureux de voir l'une de ces deux équipes affronter le Paris Saint-Germain ou Arsenal en finale de cette Ligue des Champions. On va parler donc de cette deuxième demi-finale qui s'annonce passionnante avec deux équipes qui ont des trajectoires plutôt intéressantes cette saison et ça va être intéressant d'en parler avec mon plateau du jour. Elton Mokolo est avec nous. Salut Sam, salut à tous et j'espère qu'on va passer une bonne émission preview. Ça fait quoi d'aller en demi-finale de Ligue des Champions ? Ça fait 6 ans. 6 ans, c'est de l'excitation, de l'impatience parce que évidemment tous les regards seront braqués sur ce match. Après, bien évidemment, celui d'Arsenal PSG qui aura eu lieu un jour avant. Et ouais, c'est toujours bien pour le Barça qui récupère en auto-estime. Si tu gagnes 3-0 à l'aller, tu seras serein ou pas ? Non. Pas cette fois ? Le traumatisme. Faut toujours faire attention, c'est la Ligue des Champions et le Barça est quand même bien vacciné par rapport à ce qui s'est passé contre le Borussia Dortmund. J'aime bien le nombre d'équipes traumatisées par la Ligue des Champions. Ça montre l'importance de cette compétition et surtout à quel point elle est compliquée. Najim Medini, beaucoup plus détendu sur cette émission. Salut tout le monde. Bah ouais, plutôt détendu, mais excité comme tout le monde, parce que cette affiche quand même, elle fait saliver. Barça-Inter, ça nous rappelle notamment 2009-2010. Et puis, parce que ça n'a jamais été une finale, mais ça a été une grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Puis c'est vrai que le Barça, mine de rien, j'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas atteint le carré final. 6 ans, je trouve quand même que ça fait... Et ça fera 10 ans, si à finale, que le Barça n'avait pas joué une finale de Ligue des Champions. C'est vrai, en 2015. Puis pour le coup, l'Inter avait fait finale il y a 2 ans, donc ils sont dans la continuité de leur projet. Donc hâte, vraiment très hâte de cette demi-finale. C'est vrai que c'est là où on va démarrer tout de suite l'émission, où on a le sentiment que c'est une finale avant l'heure, Elton, parce qu'on a... Peut-être, alors il y aura toujours débat avec le Paris Saint-Germain, peut-être encore une ou deux autres équipes, peut-être la meilleure équipe ou du coup l'équipe la plus séduisante de la saison en Europe, qui serait le Barça, contre une équipe qui, dans le processus, déjà qui est une équipe aussi plus que séduisante cette année sur le plan européen, mais qui en plus, comme vient de le dire Najim, a fait une finale il y a 2 ans. On a le sentiment que l'Inter arrive un peu dans ce processus que d'autres équipes ont connu avant, Liverpool notamment, d'équipes qui doit passer le step cette année, doit se servir de l'expérience des dernières saisons en Ligue des Champions. Donc on a une opposition de style quand même assez incroyable. Déjà, il y a un point qui est très important. On parle de 2 équipes qui ont déjà été sacrées dans cette compétition. Ce qui n'est pas le cas du PSG et d'Arsenal. Donc par rapport à ça, ça accrédite davantage l'idée de la finale avant l'heure. Après, c'est vrai qu'en termes de process, quand on parle de l'Inter, là on est sur un cycle où aujourd'hui c'est le principal héritage de Simone Inzaghi. Maintenant, c'est une équipe qui est très dangereuse sur la phase éliminatoire. On s'imagine aisément aller au bout, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans. Et du côté du Barça, c'est par rapport à la dynamique actuelle de cette équipe qui a émerveillé, qui émerveille et qui va sûrement émerveiller la planète foot dans les prochains matchs par leur capacité à mettre des gros scores au Bayern, au Real Madrid, par sa capacité à être une équipe létale. C'est quand même la meilleure attaque de la compétition contre la meilleure défense. Donc c'est vrai que ça renforce cette idée d'opposition de style avec une constellation de talents. Du côté du Barça, on va pas les présenter, que ce soit Pedri, que ce soit Lamine Yamal, soit Frenkie de Jong. T'es en train de faire un peu quand même. Et j'en oublie volontairement. Et du côté de l'Inter, les Lautaro, Barella, Bastoni. Donc c'est en ça que c'est une finale avant l'heure. En plus, je parle même pas des coachs qui sont quand même les artisans principaux de ces succès, que ce soit Simone Inzaghi et Hansi Flick. Oui, et c'est en ça que c'est une opposition de style très intéressante, Najim. C'est vraiment d'avoir 2 équipes qui ont une approche différente de la compétition. Il y en a une qui est peut-être prête pour être un peu plus froide et pour aller au bout. Une autre qu'on a presque envie, entre guillemets, de voir aller au bout parce que c'est du football chataillant, ça va avoir beaucoup de buts. Donc là aussi, on va se retrouver avec 2 footballs qui peuvent, pour le coup, triompher. Bien sûr, mais tu sais déjà, ça peut être l'apothéose de 2 manières différentes d'arriver au sommet. D'un côté, l'Inter, qui est vraiment en constante progression depuis plusieurs années, depuis l'arrivée notamment de Simone Inzaghi, avec déjà cette première finale il y a 2 ans, avec une équipe de l'Inter qui a continué à progresser. Qui a souvent été un peu malchanceuse dans cette Ligue des Champions, voire un peu maudite, en sortant souvent en phase de poule, en se retrouvant souvent dans les groupes de la mort. Là, on voit qu'il y a une vraie progression depuis 2-3 ans. Clairement, et puis il y a encore un socle un petit peu de l'épopée d'il y a 2 ans, notamment au milieu de terrain. Les hommes n'ont pas changé. Alors, il y a eu des ajouts, Marcus Thuram, puis même à d'autres postes. Mais dans l'ensemble, il y a encore
un vrai noyau dur du parcours de 2022-2023. Et puis de l'autre côté, ça peut aussi être l'apogée d'un club, mais pour des raisons différentes. Parce que mine de rien, Flick n'est là que depuis cet été. Mais par contre, quand on regarde les individualités, tu as beaucoup de joueurs qui sont issus de la Masia. Tu sais, c'est un petit peu un retour aux sources, un retour à l'ADN du club, à ce qu'est le Barça, plus qu'un club, avec notamment beaucoup de joueurs qui sont issus de la Masia, que ce soit Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Baldé. On a même Ansu Fati qui est de retour. Même Ansu Fati. Pedri qui n'est pas vraiment formé au Barça, mais qui est arrivé très jeune dès l'âge de 16 ans. Donc mine de rien, c'est un retour aux sources. Et je pense aussi que les supporters sont fiers de ça. Moi, en tout cas, personnellement, même si je ne supporte pas le Barça, j'adore cette philosophie-là. Le fait de réussir à former des joueurs, à les développer et à faire en sorte que tu puisses aligner dans ton équipe 4, 5, 6 joueurs issus de la formation et que tous ces gamins-là grandissent ensemble et t'amènent en finale de Ligue des Champions, voir qui sait soulever le trophée. Je trouve quand même que c'est une belle manière de voir le football. Est-ce que Elton, on peut avoir pour les traumatisés de notre enfance, un remake un peu de 2010 quand on voit les deux styles des équipes, parce que même si on le dit, l'Inter a l'air d'être l'équipe la plus avancée dans son process Ligue des Champions, on sent quand même que le Barça, et on l'a vu notamment sur le match retour contre Dortmund, a un statut à assumer, que cette équipe elle fait peur, mais qu'on a aussi envie quelque part du coup de se la faire, et ça a été le cas du Borussia sur le retour. Donc est-ce que ça peut aussi paralyser un peu ce Barça-là, d'être très attendu face à une équipe beaucoup plus froide? Moi, je pense pas que ça va la paralyser, parce que à partir du moment où ils ont retrouvé demi-finale, à partir du moment où ils ont gagné de la conviction par rapport à des gros matchs, même si ça n'a rien à voir, je pense pas qu'ils seront paralysés par l'enjeu, parce qu'il n'y a rien qui accrédite cette scène. Enfin, qui accrédite cette thèse. Maintenant, il peut toujours se passer des choses qu'on n'avait pas prévues dans le football. Une équipe qui soit rattrapée par la pression, ce qui est déjà passé l'année dernière contre le PSG, au moment où il menait de buts d'écart. Mais contre l'Inter, je ne pense pas que le Barça sera écrasé par un statut assumé, mais je pense que c'est davantage sur le terrain footballistique que le Barça devra prouver soit sa supériorité et soit accepter son infériorité. Il faut enchaîner aussi pour le Barça, parce que on le rappelle que ce week-end il y aura la finale de la Coupe du Roi contre le Real. Derrière, tu dois te mettre sur l'Inter. Donc c'est une équipe qui a plutôt réussi ses gros matchs, mais qui en a peut-être pas autant enchaîné depuis le début de la saison, et même depuis longtemps. Ouais, mais c'est finalement la réalité des deux équipes, hein, parce que l'Inter aussi était impliqué dans les 3 compétitions. Il y a eu cette défaite 3-0 contre l'AC Milan en demi-finale de Coupe d'Italie. Ils ont perdu un match important également le week-end dernier contre Bologne en championnat, avec le Napoli qui est revenu à hauteur des interistes. Donc eux aussi, l'Inter Milan avait un calendrier assez redoutable. C'est d'ailleurs ce qui me fait un peu peur, moi, du côté de l'Inter Milan. Hein. C'est parce que, mine de rien, depuis la qualification contre le Bayern, on ressent quand même des doutes. On ressent quand même une équipe déjà, le match contre le Bayern est compliqué. Déjà, c'est en l'espace de quelques minutes. Fou, mais... en l'espace de 3-4 minutes, tu arrives à faire basculer le score en ta faveur, sur 2 coups de pied arrêtés notamment. Donc, attention à voir comment l'Inter va réussir à gérer cette fin de saison. Je ressentais une certaine sérénité que je ressens un peu moins depuis cette qualification contre le Bayern Munich. Et puis le Barça, on aura des éléments de réponse supplémentaires ce week-end lors de la finale contre le Real. Mais c'est vrai que ce qui ressort quand même depuis le début de la saison, c'est que contre les gros, le Barça fait le boulot, quoi. À chaque fois qu'ils ont affronté un gros, non seulement ils ont gagné, mais en plus avec la manière. C'est moi vraiment ce qui me plaît dans cette équipe du Barça, c'est qu'on s'ennuie peu dans cette équipe. C'est une équipe spectaculaire, c'est une équipe où ça va un peu dans tous les sens. C'est pour moi l'équipe la plus agréable à regarder en Europe. Après, attention, il y a des failles aussi dans cette équipe du Barça. Je trouve que par exemple, quand le pressing fonctionne un peu moins, parce que le style de Flick est beaucoup basé sur la capacité à vite récupérer le ballon, et d'ailleurs, ils ont un pressing de très haut niveau. Mais lorsqu'on arrive à contourner ce pressing-là, je trouve que dans le dos de la défense, peut y avoir parfois quelques boulevards. Je pense notamment au match contre le Celta le week-end dernier, où ils ont pas mal subi dans cet exercice-là. C'est déjà arrivé également à d'autres moments dans la saison. Donc attention, ce Barça n'est pas non plus invincible. Mais, mine de rien, quand l'équipe elle est huilée, quand offensivement tout tourne à leur avantage, ça peut aller dans tous les sens. Tu as un Rafinha qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. Je le répète souvent, mais si on doit faire un ranking du Ballon d'Or... à l'instant T, pour moi, ce serait le numéro 1 actuellement, Rafinha. Tu as Lamine Yamal quand même qui est époustouflant, surtout à son âge, à 17 ans. Pedri, peut-être qu'on le mentionne un peu moins par rapport aux 2 autres, mais qui est peut-être l'un ou le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison et qui est rayonnant quasiment à tous les matchs. Donc cette équipe du Barça, quand même, elle est impressionnante. Le calendrier, il peut être un caillou dans la chaussure, Elton, ou au contraire
Pour le Barça, ça permet de maintenir le rythme. On est sur un rythme démentiel quand on parle du Barça, parce qu'il faut quand même contextualiser. Ils ont attaqué le retour de la trêve internationale un jour avant tout le monde. Exactement. Parce qu'ils avaient un match en retard qui était replacé plutôt face à Osasuna. Et la réalité du Barça, c'est une équipe qui joue tous les 3 jours. Donc c'est pour ça que, par exemple, lors du dernier match contre Mallorca, il y a eu de la rotation importante dans la perspective et du Real Madrid et du Barça. Il n'a même pas fait jouer Koundé. Et j'ai dit et du Real Madrid et du Barça et de l'Inter, bien évidemment. Jules Koundé a été préservé. Et même Antifi qui s'est publiquement positionné, notamment sur la thématique de la fraîcheur physique et même de la fraîcheur mentale, en demandant ce que la Ligue avance le match Real Valladolid-Barça, ce qui est quand même fou, parce que avancer le match, c'est-à-dire plus tôt dans la journée, pour favoriser la récupération, et que par exemple le Barça qui se déplace à Valladolid puisse dormir dans la foulée le soir même à Barcelone. La requête a été refusée par la Ligue, donc ça démontre bien que là on est sur les gains marginaux du côté du Barça, à savoir favoriser la récupération physique et la récupération mentale, parce que c'est un calendrier qui est démentiel. Il faut quand même contextualiser encore une fois, c'est un groupe qui est relativement jeune, et donc au moment d'enchaîner ces échéances qui vont être intenses footballistiquement, intense physiquement et surtout intense mentalement, parce que la portée d'une finale de Copa, elle est quand même capitale quand c'est un classico. La portée on parle d'une équipe qui peut faire le triplé, donc c'est ça. Tu peux pas zapper une compétition là pour le coup. Donc ce qui a plutôt aidé le Barça, c'est jusque-là, c'est cette forme d'insouciance dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les bons moments, quand ils ont été capables de faire une série de 8 victoires de suite en Liga. Dans les mauvais moments, quand ils ont fait 6 sur 24 à un moment donné, entre novembre et décembre. Et là, de nouveau, avec leur série actuelle. Et j'insiste que c'est un argument, encore une fois, qui s'applique aussi à l'Inter. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup pour le Barça, mais l'Inter aussi a eu un calendrier démentiel. Ils jouent contre la Roma, je crois, en plus ce week-end dans un match très important pour la Serie A. Je parlais de la Coupe d'Italie il y a quelques instants. Puis pareil, tu sais, pour les blessés, on parle aussi pas mal des absents du côté du Barça, notamment Lewandowski, qui pourrait rater la double confrontation. En tout cas, le match aller, ça c'est une certitude. L'Inter aussi, hein, tu as Thuram qui pour le moment est blessé, Zielinski, Dumfries. Il faudra voir s'ils seront disponibles. Mais ce sont aussi des absents qui peuvent peser lourd dans la balance. Et c'est vrai que pour l'Inter, il y a encore une échéance avec la Coupe du Monde des clubs à moyen terme. Mais par rapport à la fin de saison, c'est vrai qu'on a un groupe où la rotation est moins étoffée que le Barça, on dirait. C'est-à-dire que sur la ligne d'attaque, c'est un peu plus compliqué. Entre Taremi et Arnautovic, il y a un vrai gap par rapport à Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Est-ce que ça reste quand même, peut-être, dans ce dernier carré, le pire adversaire pour le Barça, l'Inter? Oui, totalement, oui, parce que c'est une équipe qui est riche tactiquement. Elle est capable de faire énormément de choses avec de grandes qualités. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'attaquer d'une manière totalement qualitative, c'est-à-dire passer par les côtés à travers ces pistons qui sont très actifs, que ce soit Di Marco, que ce soit Dumfries. Ils ont des rampes de lancement comme Bastoni, Barella. Et défensivement, c'est une équipe... pour leur mettre un but dans le jeu, c'est quand même très compliqué. Il a quand même fallu attendre la double confrontation contre le Bayern pour voir l'Inter prendre des buts dans le jeu. Alors que jusque-là, ils avaient pris, je crois, de mémoire 3 buts, mais à chaque fois, c'était sur coup de pied arrêté ou sur pénalty. Et encore, c'était des buts dans le jeu, mais c'était des grandes sacoches et encore devant. Une fois, je suis obligé d'évoquer les statistiques. L'Inter, cette saison, en Ligue des Champions, ils ont quand même joué 14 matchs. Ce qui est quand même... Non, ils ont joué 12 matchs parce qu'ils n'ont pas été dans les barrages. Ils ont été menés une dizaine de minutes. C'est court. C'est l'équipe qui a été la moins menée de toute la compétition. Ils ont été menés une dizaine de minutes lors du match retour contre le Bayern. Donc ça aussi, ça aide à gagner en confiance sur les derniers tours de Ligue des Champions. On t'a parlé, Najim, du fait qu'effectivement... ça devenait un peu, ça tirait les comment dire, c'était un peu compliqué physiquement, pardon, pour vous voyez comme moi aussi, pour l'Inter sur cette fin de saison. Est-ce que cependant ça reste quand même, encore une fois, comme le disait Elton, grâce au style, une équipe qui peut vraiment embêter ce Barça, le faire déjouer, peut-être lui faire perdre un peu ses nerfs et arriver à trouver les failles qui vont lui faire mal. Je sais que pour les supporters catalans, ça fait un peu remake de 2010, mais on a le sentiment vraiment que ça peut être le mode que peut activer cette Inter-là. Ouais, c'est ce qui se dit en tout cas, que physiquement, ça tire un peu la langue. Moi, j'aime pas trop parler
de cet argument du physique parce que finalement, on a assez peu de données à notre disposition. C'est difficile pour nous de savoir si l'équipe vraiment tire la langue ou alors est-ce que l'équipe tourne un peu moins bien. Tu sais, parfois, tu peux avoir une équipe fatiguée, mais avec une dynamique positive de victoire, la fatigue, parfois, elle peut ne pas se faire ressentir. Donc, c'est un argument, en tout cas, que j'aime pas forcément mettre sur la table, même si, en tout cas, si on écoute les insiders de l'Inter Milan, tout le monde dit qu'apparemment, cette équipe, physiquement, a beaucoup de mal à enchaîner. Maintenant, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, l'Inter, ça a toujours été une équipe qui m'a toujours fait un peu peur. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai vu le tirage au sort et que j'ai vu qu'Arsenal était dans le tableau d'en face, j'étais bien content. Parce que l'Inter Milan, justement, il y avait eu un Arsenal-Inter Milan en saison régulière où l'Inter n'avait pas fait un match spectaculaire, mais par contre, ils avaient fait un match qu'ils sont capables de répéter, c'est-à-dire ouvrir le score assez rapidement et puis jouer en bloc médian, voire en bloc bas. On sait qu'ils sont très bons dans leur capacité à défendre leur surface de réparation, que ce soit avec Acerbi, De Vrij, Bastoni, voire même Bišćak, l'Allemand, qui a été titulaire contre l'AC Milan en Coupe d'Italie, qui n'est pas toujours titulaire, mais qui en tout cas m'avait fait forte impression lors de ce match contre Arsenal. C'est une équipe qui est très équilibrée, qui connaît bien le plan de jeu de leur entraîneur, parce que Simone Inzaghi, ça commence à faire un petit temps qu'il est là. Entraîneur un peu sous-coté, on n'en parle pas toujours, mais aujourd'hui, je pense que Simone Inzaghi fait partie de l'élite du football mondial. Et c'est typiquement le genre d'entraîneur qui est capable de dresser un plan sur mesure pour jouer contre le FC Barcelone. Donc moi, je pense comme Elton, c'est l'adversaire le plus redoutable que tu peux affronter à ce moment de la compétition. Et même si l'Inter n'est pas forcément dans une très bonne dynamique, on l'a dit, on le répète, je pense que ça reste quand même une équipe dont il faut se méfier parce que c'est une équipe qui est capable de te montrer un peu tous les visages. C'est très compliqué de savoir véritablement comment faire déjouer cette équipe de l'Inter. Donc moi, malgré la forme du moment, je me méfie vraiment de cette équipe. Je mets le Barça quand même comme léger favori, mais pas avec une immense marge. On verra en tout cas ce que ça donnera sur le match aller. Match aller à Barcelone, hein, donc c'est intéressant aussi. On compare souvent cette demi-finale, et je l'ai beaucoup fait à celle de 2010. Les situations sont inversées aussi. Et ça, je pense que ça peut oui, Elton sourit. Parce que je pense qu'en 2010, dans mes souvenirs, l'Inter n'était pas forcément favori de cette double confrontation. Et finalement. Non, bien sûr que non. Non, Elton, non, c'est ça, Elton. Non, le Barça était favori. Le Barça était favori. Le Barça avait pris le meilleur joueur de l'Inter l'été d'avant. Ils étaient champions d'Europe en titre. Champions d'Europe, bien sûr. L'Inter partait quand même sur un triplé. Ils avaient gagné en poule 2-0 au Camp Nou. Donc, en plus. Ouais. Je sens que ça te touche. Tu m'as parlé la dernière fois, tu m'as parlé d'un voyage en bus pour rejoindre Milan qui t'est resté en travers de la gorge. L'histoire du volcan qui a eu un impact. L'histoire du volcan qui a eu un impact sur les équipes. Attends, mais c'était le volcan islandais là. Exactement. Et il y a la exactement, qui a eu un impact sur les équipes qui se déplaçaient lors de cette semaine-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, les 4 équipes qui s'étaient déplacées avaient perdu leur demi-finale. 4 équipes qui perdent en demi. Aussi bien Ligue des Champions que Europa League, d'accord. Il retombe bien sur ses pattes. Hein. Ouais, non, il est fort. Ouais. En deux émissions, on aurait essayé de le tester. Ouais, il est ingérable. Il est en forme. Après, tu disais qu'ils ont pris le meilleur joueur de l'Inter, mais bon, faut quand même revenir sur cette transaction qui est assez lunaire. Hein. Moi, le fait que Zlatan Neto. et puis surtout, ils avaient et puis surtout, il y avait eu, je crois, 60 millions d'euros d'indemnité en plus. 45, je crois. Peut-être un peu moins. En tout cas, tu avais eu cet échange, plus de l'argent donné pour Samuel Eto'o quand même, qui à l'époque était un des meilleurs neufs du monde. C'est pas pour rien qu'il a cartonné Guardiola en plus chez l'ami Alexandre. Moi, je trouve quand même que c'est une des transactions les plus lunaires de l'histoire. Oui. Si ce n'est pas c'est vrai que dans l'époque des top 5, on aurait pu faire top 5 des transferts les plus lunaires. Les épiques fails, du coup. Moi, je me souviens que j'étais très très choqué à l'époque. Ouais, moi aussi. De voir quand même. Alors, en plus, évidemment. J'aimais pas spécialement Ibra, alors que j'adorais Eto'o. On adorait Zlatan, et puis Zlatan, on pensait à cette époque qu'il pouvait tout casser au Barça. Mais. Ouais, non. Moi, en tout cas, à l'époque, j'étais assez enthousiaste. Mais voir Eto'o partir à l'Inter avec autant d'argent, j'étais quand même très surpris. Moi, je pars du principe qu'on ne détrône pas le grand Samuel Eto'o fils. Et je pense que l'expérience a prouvé que, comme dirait un de ses compatriotes. On va jouer, les amis, maintenant. Et oui, c'est l'heure de passer à l'instant avec notre partenaire Winamax, bien sûr, qui accompagne le Club des 5 depuis des années. Merci à eux. Je rappelle avant de commencer que jouer comporte des risques. Ça ne doit pas être un problème dans vos vies. Si vous souffrez du moindre problème lié aux jeux en ligne, aux jeux d'argent, il y a un numéro que vous pouvez retrouver juste en bas de votre écran. Vous pouvez les contacter, pouvoir discuter avec eux, échanger pour que ça ne soit pas un problème, une contrainte dans votre vie personnelle, mais que ça reste un loisir, comme ça va être le cas
entre nous, puisque bien sûr, on va pronostiquer gentiment dans cet instant au tableau by Winamax cette demi-finale de la Ligue des Champions. Alors, on l'a vu dans l'émission précédente, pour ceux qui l'ont regardé, sur la preview Arsenal PSG, désolé Najim. J'avais écrit le script il y a quelques semaines. Semaines, et voilà. Donc, non, il n'y aura pas de retour de Mbappé au Parc des Princes. Voilà, je suis dans le divertissement, moi, les gars. On l'a vu, il y en avait qui ont parié directement sur le match aller, d'autres sur l'ensemble de la compétition. Les paris sont libres. Je vais commencer avec toi, Najim, vu que j'ai commencé avec... Non, je vais commencer avec toi, Elton, pardon, vu qu'on avait commencé avec Najim sur l'émission précédente. Qu'est-ce qu'on voit comme Alors, moi, je suis parti sur la qualification du Barça en finale. Directement la qualification du Barça qui est à 1,55. Parce que je pense que le Barça, sur la double confrontation, sera supérieur, notamment par rapport à la dynamique... largement favori, du coup, le Barça. La dynamique récente, par rapport au collectif et par rapport aux individualités, parce que je crois qu'à cette hauteur de la compétition, le talent doit parler et le talent va parler. Et je pense qu'il y en a un peu plus du côté du Barça que de l'Inter. Même si, encore une fois, l'Inter, c'est un commando, c'est une équipe incroyable. Je la trouve pas dingue quand même, la cote, moi, 55. Ouais, j'allais dire pour le... Ou alors peut-être que c'est nous qui rééquilibrons un peu ce rapport de force, mais un 55, c'est un peu dur pour l'Inter. Moi, je trouve que c'est assez risqué quand même. Ouais, mais bon, après, elle se prend quand même. Hein. Oui. Vous voyez le Barça passer tous les deux ou pas? Je vois plutôt le Barça, mais encore une fois, je ne suis pas aussi tranché. Je suis aussi tranché, pas un 55. C'est pas vous faire plaisir au bookmaker, mais si vous êtes deux sur le plateau et que vous êtes donc 100% des chroniqueurs qui voient le Barça passer... On est deux. Oui, d'accord. Oui, mais bon, voilà. Najim, toi, tu prends un peu plus de risques. Là, je prends un peu plus de risques. Je vais sur une cote à 2,80 et je vais sur le Barça qui gagne au match aller. En plus, il joue à domicile. Et les deux équipes qui marquent. Tout simplement, parce que je trouve quand même que le Barça est une équipe qui... Oui, c'est ce que ça veut dire la BTTS, hein, parce que pour ceux qui arrivent des fois... On pourrait penser que c'est pas un groupe de K-pop. Non, mais voilà, c'est pas... Team, tout ce que... Tu vois, t'as pris quelle option après le bac? Ouais, je suis en BTTS, tu sais ce que je veux dire, c'est pas ça. J'ai un bac BTTS. Mais en tout cas, je vois les deux équipes marquer quand même au match aller. Je vois un match quand même avec des buts, parce que le Barça nous a souvent proposé des matchs un petit match, en fait. Ça a été le cas contre le Borussia Dortmund, ça a été le cas contre Benfica, ça a été le cas dans plusieurs matchs cette saison. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je trouve que le Barça quand même peut avoir parfois une fragilité sur le plan défensif. C'est une équipe d'ailleurs qui a concédé beaucoup plus de buts que l'Inter Milan, toutes compétitions confondues. Alors en championnat, ils ont concédé à peu près le même nombre de buts. Un but de moins, ouais. Mais si on prend toutes compétitions confondues, je crois qu'il y a à peu près 13 buts d'écart entre l'Inter et le Barça. Donc je trouve quand même qu'il y a une petite fragilité. Et donc je vois les deux équipes marquées, mais je vois quand même le Barça l'emporter au final. Donc une victoire 2-1 ou une victoire 3-2, sait-on jamais. Soyons fous. Ouais, on demande que ça, nous. Ça nous fera du spectacle. Franchement, c'est pas plus mal. Bon, je suis pas sûr que ça plaise au monsieur à côté. Si, il y a victoire. Donc, s'il y a 5-1, c'est parfait pour tout le monde. Voilà, oui, c'est vrai. Belle manière de voir les choses. Mais non, c'est pas forcément bon pour nous. La semaine d'après, on ne pourra pas faire de débrief. Quoique, si c'est comme à Dortmund, peut-être qu'il y aura du suspense. Mine de rien, des matchs avec des buts, on en a eu. Je parlais du 7-1 d'Arsenal contre le PSV, du Arsenal Real 3-0, du PSG Aston Villa 3-2. Des matchs Arsenal, quoi. C'est ceux qui me reviennent en tête tout de suite. Mais il y en a quand même pas mal, je pense, à l'appel. Bon, pourquoi pas, effectivement. Et puis avec le Barça, c'est pas comme si on n'avait pas eu des même les matchs 5-4. Même les matchs entre l'Inter et le Bayern, il y a à chaque fois les deux équipes qui ont marqué. Donc... je pense que c'est une cote qui peut clairement passer. 2,80 effectivement, la cote de Najim, donc le Barça qui gagne et les deux équipes qui marquent pour ce match aller donc à Barcelone, à Montjuïc bien sûr, le stade olympique du Barça. On va s'arrêter là pour l'instant au tableau by Winamax, on va s'arrêter là tout court, même les socios pour ces previews de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous qui vous voyez en favori, le Barça ou l'Inter, le Real... Décidément. Tu voulais vraiment que le Real... C'est leur compétition, c'est pour ça en fait. Il y a un copyright. Donc Arsenal ou le Paris Saint-Germain plutôt. Donc vous nous dites bien sûr en commentaire. Merci en tout cas de nous avoir suivis, écoutés pour ceux qui sont avec nous en podcast. Merci à tous les deux. Najim Medini, Elton Mokolo, comme je l'ai dit. Peut-être qu'on se retrouvera pour une preview finale. C'est que ce sera bien passé pour vous deux. Ce sera un grand plaisir. Ouais. J'ai déjà hâte, juste en pensant comme ça, cette confrontation contre Elton Mokolo. Ce que je vais lui mettre quand même. Match après match. Tu le rêves pas, toi, ton remake de 2006? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tu préfères écrire des nouvelles histoires, il n'y a pas de revanche. Non, match après match, moi, c'est le Barça et après le reste, ils peuvent venir.
Elton, je suis sûr, il veut taper le PSG. Genre, tu sais, il fait le mec, genre, à aucun moment dans son lit, il a pensé à une possible finale. Non, il n'a pas imaginé un moment Yamal avec le trophée de la Ligue des Champions. Il pense au Paris Saint-Germain. Moi, pour l'instant, je pense juste à la finale de Copa. Ouais, c'est tellement pas crédible. Finale de Copa contre le Real. Vous allez en mettre 5 buts, c'est bon. Voilà. Même les joueurs du Barça, ils n'auraient pas osé faire autant de langue de bois que toi. Fou. Parce que parler d'une finale de Copa contre le Real, c'est une langue de bois. Bah ouais, je pense que en tant que supporter, tu devrais te projeter un peu plus loin. Ah non. Ça n'engage en rien. Contre le Real d'Hendrick et Lucas Vasquez aussi. Non, le Real de Vinicius et de Mbappé. Ne refaisons pas l'histoire. Moi, je sais pas, je les ai vus jouer, on leur a mis 5-1, donc là, j'ai hâte de ce mec qui s'arrache. Quelle arrogance. C'est là où on voit que le football a changé, comme dirait l'autre, parce qu'il y en a qui fanfaronnent alors qu'on a connu des jeudis soirs plus sombres. J'en profite. Des jeudis soirs beaucoup plus sombres. Ah oui. Où Aubameyang loupait des actions à la dernière minute. Contre l'Olympiakos ou contre le Villarreal. On voit que les gars ont changé. Merci donc à tous les deux encore une fois pour cette émission et pour votre bonne humeur comme toujours dans le Club des 5. Merci à Fares Hachem, réalisateur, rédacteur en chef de cette émission, l'homme tout-terrain, bien sûr. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes quasiment, vous êtes près de 150 000 personnes à avoir regardé l'interview de Romain Saïs. Il y a d'autres interviews qui arrivent sur la chaîne, donc restez branchés. Il y a pas mal de contenu qui arrive. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur le Club des 5. Ciao. Ciao. Salut.